bonjour, encore une bonne matinée sur la radio de vos envies. Radio Liberté, Guantanara. Bonjour et bienvenue à Matinée Plurielle sur Liberté FM, la 101.7. En ce jeudi 23 septembre 2015, l'actualité est vraiment de taille dans la mesure où la Guinée s'apprête déjà à célébrer l'an 57 de son accession à l'indépendance, obtenue le 28 septembre 1958 et par le vote du nom de la Guinée au général de Gaulle de France. À l'époque, la France proposait une communauté franco-africaine à laquelle la Guinée n'a pas adhéré, et depuis cette date donc la Guinée a accédé à son indépendance et le pays et le peuple s'apprête donc à célébrer l'anniversaire donc de cette date, et pour cela nous avons jugé nécessaire donc d'inviter ici dans ce studio monsieur Mohamed Touré. Il est donc aujourd'hui le président du PDG RDA qui reprend donc le flambeau donc de son père, le feu Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance donc de la Guinée. Nous avons donc estimé qu'avec M. Touré, nous aurons des questions très pertinentes sur l'histoire de la Guinée et aussi sur le présent, et se projeter avec lui certainement sur l'avenir de notre pays. Et dans ce sens-là, donc, nous avons dans ce studio M. Mohamed Touré, que nous saluons bien et que nous pensons que vous, auditeurs, vous aurez l'occasion justement de redécouvrir pour ce monsieur, pour certains, et découvrir ce monsieur pour d'autres qui n'ont pas encore certainement connu qui est monsieur Mohamed Touré, qui est le fils donc du président Ahmed Sékou Touré. Dans ce studio donc nous avons en notre compagnie monsieur Touré que nous saluons. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour monsieur Emmanuel. Et donc nous donnerons l'occasion à notre technicien du jour, Yannick Bangoura, donc à la console numérique, qui est assisté par Mamadou Alfasso à la réalisation, pour une minute de jingle avant de nous reprendre dans ce studio. Avec Radio Liberté, je me sens mise en valeur. Enfin, une radio qui tient compte de nos envies et où l'on peut s'exprimer sans tabou. J'adore. Liberté FM, info, talk, musique, la radio de vos envies. Eh bien, Monsieur Touré, bonjour. Nous sommes ici sur les zones donc, de la 101.7 Liberté FM, ici à Kaloum, dans la capitale de Conakry. Nous sommes donc très heureux de vous recevoir dans ce studio ce matin, et nous espérons qu'avec vous, nous aurons vraiment une très bonne compagnie à passer avec vous durant l'heure et demie qui nous sépare maintenant, puisque l'émission Matinée Plurielle qui quotidienne donc du lundi au jeudi de 9h à 11h a connu un tout petit retard aujourd'hui, indépendamment de notre volonté, et donc nous démarrons pratiquement à 9h30 cette émission qui va durer jusqu'à 11h. Nous sommes heureux donc une fois de plus de vous recevoir dans ce studio, et nous voulons vous demander réellement de nous dire les sentiments qui vous animent aujourd'hui à la veille donc de la célébration de l'an 57 de notre pays. Je vous remercie, Monsieur Camara, de me permettre, par vos antennes, de m'adresser à l'opinion, tant nationale qu'internationale. Vous campez la période et l'événement qui le consacre. C'est effectivement le 28 septembre 58, 57 ans aujourd'hui, que le peuple de Guinée vota massivement d'opter pour son indépendance, sa souveraineté, contre une proposition qui lui était faite d'intégrer une communauté qui n'était en fait, et à ses yeux et en réalité, qu'une forme déguisée du colonialisme que le peuple combattait depuis plus de 60 ans. Donc voilà un peu l'événement qui va se passer dans quelques jours et qui, à notre sens, magnifie et glorifie le
l'œuvre du peuple de Guinée par rapport à l'Afrique tout entière. Le PDG, le Parti démocratique de Guinée, dont nous avons la lourde charge de diriger depuis 2010, ne peut être que fier, puisque étant l'artisan de l'organisation, de la mobilisation et de le facteur de prise de conscience effective du peuple de Guinée pour l'amener à décider de son sort et de choisir librement la liberté. Ce parti qui s'est consacré toute son existence et jusque-là à l'émancipation du peuple de Guinée et à travers lui des peuples africains a certainement rempli sa mission et pleinement rempli sa mission, mais il y a du chemin encore à parcourir. Et c'est pour ça que nous sommes là, et c'est pour ça que nous continuons à mobiliser les citoyens guinéens autour de nos militants afin que cet idéal premier de dignité humaine, de liberté, de solidarité, donc ces idéaux fondamentaux qui ont constitué, qui constituent la base de notre nation, soient perpétués. Donc c'est vraiment pour nous aujourd'hui un sentiment de fierté doublé d'un sentiment de volonté ou d'une volonté de continuer l'œuvre et de la pérenniser par des actes toujours nouveaux dans le sens évidemment de l'épanouissement intégral de la Guinée, de l'Afrique dans ce monde en perpétuel devenir. Merci Touré. Donc, Sékou Touré est mort en 1984 après avoir passé 26 ans au pouvoir. Et vous avez connu, vous avez été proche, donc, étant fils donc, du président de la République. Vous avez connu les sérailles du pouvoir à l'époque, même si vous étiez très jeune encore à cette époque-là. Qu'est-ce que vous retenez donc du mode de gestion du pouvoir par votre père? Bon. Il faut dire que sous le PDG, le pouvoir était effectivement partagé par l'ensemble des populations guinéennes. Cela a été possible parce qu'il y avait communion d'idées et communion d'actions. Cela a été possible aussi parce qu'il y avait une organisation adéquate et qui répondait à ce besoin de participation de l'ensemble des populations à toutes les décisions qui étaient prises. Ce qui fait que le mode de gestion était partagé et que les populations guinéennes se sont toujours senties impliquées, mais pas seulement impliquées, mais de façon décisive, se sont senties à l'avant-garde des mutations et des décisions politiques et autres qui étaient prises par rapport à son existence propre. Nous avons donc connu un mode de gestion qui aujourd'hui fait gravement défaut à la société guinéenne, un mode de gestion donc inclusif et participatif qui a fait que tout le peuple de Guinée se sentait concerné par toutes les décisions et à toutes les étapes.
Et je crois que ce mode de gouvernance est possible, il est même nécessaire, et le combat que nous menons, une partie du combat que nous menons aujourd'hui politiquement, c'est justement de faire prévaloir un mode de gouvernance inclusif et participatif qui pourrait, sur des bases démocratiques réelles, faire participer la totalité des citoyens à la gestion de la nation. La Guinée connaît 3 régimes depuis son accession à l'indépendance. Si on vous demandait de porter un regard comparatif des différents régimes, qu'est-ce que vous aurez à nous dire ici présent? Bon, vous savez... le premier régime a fait 26 ans, le second a fait 25 ans environ, et il y a eu une période de transition de 2 ans avant que l'actuel président ne vienne avec la Troisième République. Et vous avez connu ces différentes étapes. Bon, vous me demandez de faire une comparaison. Oui, un regard comparatif. Bon, un regard comparatif, il est possible. Mais nous ne le privilégions pas. Si vous nous demandez de faire la comparaison, ce n'est pas nous qui allons dire ce qu'a été le premier régime par rapport à ceux qui le suivent. D'autres le disent plus éloquemment que nous, après avoir constaté les faits de l'histoire. Ce qui est à retenir, c'est que le PDG et son régime ont d'abord donné la liberté à la Guinée et ensuite ont participé grandement à libérer le continent africain. Ce qui est à remarquer, c'est que malgré les extrêmes oppositions qui en fait n'étaient jamais de l'intérieur du pays, qui ont toujours été manigancées de l'extérieur par rapport à des forces qui voulaient nécessairement assujettir notre peuple, mais malgré ça, les avancées du pays font foi de la gestion. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. Nous ne faisons pas de comparaison. Nous sommes dans une progression. Le camarade président Ahmed Sékou Touré, serviteur suprême du peuple, nous a dit que l'histoire n'était pas une course de vitesse, mais une infinie course de fond, et que l'histoire n'était pas répétition. Donc le peuple de Guinée suit un parcours historique. Il faut intégrer, à notre avis, toutes les étapes de ce parcours historique et en sortir une trame qui permette effectivement au peuple de Guinée de tirer les meilleurs éléments de son évolution, de son histoire, pour se consolider et consolider le devenir de ses enfants et de ses petits-enfants. Nous préférons donc avoir cette approche globale et perspective de l'histoire de notre pays, tout en sachant que, évidemment, des comparaisons ou des différences peuvent être faites entre telle période et telle autre période. Mais nous préférons considérer que c'est l'histoire de notre peuple et que cette histoire-là est continue et que cette histoire-là contient à toutes les étapes des aspects positifs, des aspects qui sont moins positifs. Il faut que nous comprenions et que nous acceptions de nous accrocher à ce qui est le plus positif de notre histoire. Maintenant que la quantité de positifs et de négatifs en fonction des périodes, ça, bon, chacun, il est loisible à chacun de le déterminer, mais qu'en tout cas, ensemble, qu'un consensus soit fait pour déterminer ce qui a été le plus positif pour notre nation et renforcer ceci, et ce qui a été négatif pour notre nation et l'extirper de nos comportements, de notre mode de pensée, pour que nous puissions laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une nation
de paix, de bonheur, de mieux-être et de bien-être. Donc c'est notre vision perspective qui, d'ailleurs, motive tout le combat que nous faisons jusqu'à présent. Vous l'avez rappelé ici que vous avez pris les rênes du PDG en 2010, donc en votre qualité donc, de leader politique guinéen. Et cela m'amène à vous demander comment trouvez-vous la classe politique guinéenne en cette phase de campagne électorale pour la présidentielle de 11 octobre prochain. Bon, la classe politique guinéenne, elle n'est pas trop différente des classes politiques d'ailleurs. Nous estimons que le système qui est prédominant et qui amène cette classe politique à manœuvrer comme elle manœuvre peut être amélioré. Je crois que nous sommes en train de le faire et que nous avons besoin évidemment de temps, mais même s'il faut accélérer le processus de mutation de cette pratique démocratique plurielle qui nous sommes en train d'exercer depuis un certain nombre d'années, il faille que, n'est-ce pas, des décisions vraiment effectives soient prises afin que, n'est-ce pas, cette classe politique se focalise davantage sur l'essentiel. L'essentiel étant le peuple, son bien-être, son mieux-être. L'essentiel n'étant pas nécessairement le fauteuil présidentiel, puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, nous souhaitons que ce pouvoir-là soit effectivement partagé et qu'il soit partagé par la totalité des citoyens. Donc, c'est des réformes dans ce sens qu'il faut réfléchir, mûrir et ensemble les mettre en place. Ce que je demanderais à mes pairs de la classe politique guinéenne, c'est de comprendre ceci et de savoir faire la priorité dans les choix qu'ils font. En tout état de cause, le PDG est très clair là-dessus, puisque son positionnement politique est toujours déterminé par rapport au peuple de Guinée. Et les volontés et les aspirations du peuple de Guinée ne sont exprimées que par lui-même, de la meilleure manière. Il faut donc s'adapter à elles. Évidemment, puisque nous sommes des leaders, avoir donc la position d'éclairer, de dire voilà vers où on doit aller. Et comment est-ce qu'on peut articuler nos activités pour arriver à ce point-là. Ça, c'est le devoir et la tâche du leader. Mais en réalité, il faut que tout ça se fasse dans un cadre où le partage du pouvoir est réel et effectif au niveau de tous les citoyens guinéens. Et c'est un peu, si vous voulez, le créneau de notre parti politique et c'est la raison de tout notre combat politique. Vous avez des idées nobles et ambitieuses pour vos compatriotes que nous sommes. Cependant, peut-on savoir pourquoi Mohamed Touré n'est pas aux élections de 2015 ? Mais, je crois que une partie de ces idées que vous appelez nobles, et que j'apprécie d'ailleurs ce qualificatif, font partie des motivations qui font que le PDG n'est pas candidat. Nous avons un fauteuil. 24 personnes ne peuvent pas s'asseoir dans un fauteuil. C'est le fauteuil du président de la République. C'est une institution
républicaine. Après le fait que nous disions que les choix du peuple est le choix de notre parti, et puisque nous constatons qu'à l'heure où nous sommes, dans le temps et dans l'espace que nous vivons, les populations guinéennes, dans leur large majorité, privilégient le professeur Alpha Condé pour être président de la République, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire de rentrer dans cette opposition simplement parce que nous voulons aussi occuper un poste de président. Ce n'est pas le poste qui est déterminant, mais c'est l'évolution de la société guinéenne qui nous motive le plus. Donc, nous estimons que d'abord le PDG, ce n'est qu'un renouvellement d'un engagement qui est pris depuis 2010, puisque le PDG est un parti constant et conséquent. Et que les objectifs que nous avons, c'est certainement le pouvoir politique, mais ce n'est pas le pouvoir politique d'un homme, c'est le pouvoir politique des populations, de tout le peuple de Guinée. Et ceci, nous pouvons l'obtenir en proposant et en suggérant des réformes qui peuvent permettre d'aboutir à ça. Il est évident que le professeur Alpha Condé a proposé un projet de société, à la rédaction duquel d'ailleurs à l'époque le PDG a participé, et parce que le PDG y a adhéré. Et après les 5 ans de gouvernance du régime actuel, nous nous rendons compte que beaucoup d'efforts ont été fournis pour, n'est-ce pas, satisfaire, n'est-ce pas, les exigences de ce projet de société. Il est évident qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il y aura toujours beaucoup à faire. La société guinéenne est en devenir. Et nous estimons que, à côté du professeur Alpha Condé, nous devons contribuer, nous pouvons et nous devons contribuer à atteindre les objectifs et tous les objectifs de la vision que nous avons et du rêve que nous avons de la société guinéenne. Ceci, ce n'est pas simplement par une adhésion bénie oui. Non, nous sommes à côté, nous critiquons, nous donnons notre avis, nous pensons, nous réfléchissons et ensemble nous avançons. C'est la vision que nous avons et c'est la vision que nous exerçons. Nous ne le disons pas simplement pour le dire, c'est une réalité de la vie de notre parti dans la mouvance dans laquelle nous sommes. Nous d'ailleurs, en tant que force de proposition politique, nous nous considérons dans la mouvance comme une tendance à part entière. Je dis bien, comme une tendance à part entière au sein de la mouvance. Nous n'avons pas besoin d'être en dehors de la mouvance pour participer. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous sommes une tendance, nous avons une vision, nous avons une façon, une approche qui est conforme à notre histoire, à notre expérience, à notre connaissance propre en tant que PDG. Donc une conscience PDG qui participe à l'avènement de la nation que nous rêvons. Et donc nous participons en faisant des propositions concrètes qui ne sont pas nécessairement liées à celles que, par exemple, le professeur ferait ou que son parti ferait. Mais dans un débat normal et civilisé, peuvent, n'est-ce pas, attirer l'attention des uns et des autres. Et le travail du parti, c'est de faire en sorte que les propositions qu'il fait, lui, parti, soient acceptées et que la majorité des Guinéens y adhèrent. Dans ces conditions, évidemment, les changements se font en fonction. Donc, la manière de voir les choses, on est ou pour ou contre systématiquement, je ne pense pas que ce soit une manière constructive. Je pense plutôt que c'est par un apport constant et que cet apport soit vraiment volontaire, mais que ceux
auquel on apporte aussi, ou le contexte, ou le cadre dans lequel on apporte aussi, que là-bas aussi, il y ait une volonté d'accepter et de prendre cet apport et de le faire participer pour qu'ensemble, nous bâtissions davantage cette nation guinéenne qui nous appartient à tous. Cela me pousse à vous demander qu'est-ce que concrètement le PDG apporte aujourd'hui au RPG, notamment dans le cadre de l'élection prochaine du 11 octobre. Bon, dans le cadre de l'élection du 11 octobre, si vous ne parlez que d'élections, c'est bon, le PDG. Particulièrement par rapport à ces élections-là, qu'est-ce que le PDG apporte? Par rapport vous à êtes en ces alliance élections, avec le RPG depuis 2010, mais on entend moins Mohamed Touré dire voilà ce qu'il fait avec son parti le PDG est un parti national. Le PDG est un parti national. Le PDG, conséquemment, est organisé et structuré sur toute l'étendue du pays. Et le PDG soutient la candidature de notre président, le président Alpha Condé. Et conséquemment, le PDG demande à tous ses militants, à tous ses cadres, de s'impliquer effectivement dans la campagne pour la réélection du professeur Alpha Condé. Et nous sommes convaincus qu'avec l'apport du PDG, avec l'apport de tous les partis alliés à la candidature du professeur Alpha Condé, nous ne doutons même pas de sa réélection. Nous voulons simplement que cela se fasse dès le premier tour. Et c'est des instructions que nous donnons à nos militants, c'est des instructions que nous donnons à nos cadres, et ils participent donc au niveau de l'organisation de l'élection à être présents et à donner le meilleur d'eux-mêmes en termes de mobilisation et de sensibilisation, en termes de représentation dans les bureaux de vote, en termes de rabattage des militants et des citoyens vers le bureau de vote, en termes d'instruction et de formation sur la manière de voter de nos parents à l'intérieur du pays, ici même dans la capitale. Le PDG donne tout ce qu'il a. Et je crois que cela fera la différence, puisqu'il y a beaucoup d'autres partis qui sont avec nous dans la mouvance et qui participent à ce combat. Chers auditeurs, je rappelle que vous êtes toujours dans Matinée Plurielle. Mon technicien du jour me fait signe de nos obligations commerciales. Donc nous nous reprendrons dans 5 minutes dans ce studio après le spot publicitaire. Une bonne matinée sur la radio de vos envies. Radio Liberté One. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette deuxième partie de l'émission Matinée Plurielle de ce jeudi 23 septembre 2015. Nous sommes donc toujours avec M. Mohamed Touré dans ce studio. Au moment que nous nous quittions, donc, nous parlions un peu de la situation politique de notre pays, notamment par rapport au soutien du PDG et au professeur Alpha Condé dans le cadre donc, du processus électoral dans notre pays. Aujourd'hui,
nous allons donc demander à notre invité de nous dire un peu les sentiments qu'il a eu, l'émotion qu'il a eu récemment quand le président de la République, le professeur Alpha Condé, lui a cité parmi donc ses jeunes frères sur qui il a beaucoup d'estime. C'était récemment au Palais du Peuple. Monsieur Touré, dites-nous quelle émotion vous avez eue quand le professeur Alpha Condé a prononcé votre nom dans cette salle. Bon, il est toujours très difficile de parler de soi. Toujours mieux de faire et de laisser les autres apprécier. Mais quand on fait et que les autres apprécient, ça fait plaisir. J'ai trouvé l'appréciation de notre président de la République vis-à-vis de ma modeste personne très gratifiante, puisque il l'a dit en me citant parmi mes pairs responsables et leaders politiques de l'Alliance ou de la mouvance. Il a dit digne fils de son père. Franchement, humblement, pour moi, cela est le titre le plus élevé qui puisse m'être accordé. Conséquemment, même dans ce studio, je sens l'émotion sur votre visage. Conséquemment, je ne peux que remercier le professeur pour l'avoir dit et pour l'avoir dit solennellement et publiquement. Cela ne veut rien dire ou cela ne veut pas dire que nous devons dormir sur nos lauriers. Cela, pour nous, a un sens, et c'est le sens de l'engagement que nous devons. Ça a un sens. Ça veut dire que, quand même, nous ne sommes pas égarés dans ce que nous faisons. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant, Allah, de nous garder dans la voie de la droiture. Mais cela aussi veut dire que nous devons doubler d'efforts pour renforcer ce comportement qui donne aux autres d'apprécier si grandement notre modeste contribution. Donc voilà un peu comment personnellement je prends ce compliment de haute facture et je demande en tout cas aux militantes et militants de mon parti, de notre parti, le Parti national, le Parti démocratique de Guinée, de le prendre comme tel et de considérer que ce compliment fait à ma modeste personne est un compliment en fait à tous les militantes et militants du parti, parce que c'est grâce à eux que cela est arrivé. C'est grâce à eux que personnellement je peux garder ce cap. C'est grâce à eux donc que ce compliment m'est fait. Et donc ce compliment ne m'appartient pas à moi tout seul, mais il appartient à tous ceux qui participent, non seulement au sein du parti, mais ceux qui ne sont même pas parfois au parti, des sympathisants, des citoyens actifs, mais qui participent
à cette vision, qui participent à, n'est-ce pas, à cette façon de voir la Guinée et qui veulent que cette façon de voir la Guinée se matérialise de plus en plus dans notre pays. Monsieur Touré, chez nous, on a l'habitude, on a coutume donc de constater, de voir que les signataires des alliances politiques, notamment avec le pouvoir en place, s'attendent toujours à des récompenses. Pourtant, nous avons entendu dire que vous auriez décliné un poste d'ambassadeur par le passé. Dites-nous, est-ce que vous êtes intéressé par une nomination quelconque auprès donc, du gouvernement de Guinée, ou est-ce que vous n'êtes pas intéressé par une nomination politique quelconque, estimant pouvoir contribuer à votre façon sans forcément occuper un poste de responsabilité? D'abord, premièrement, je suis un citoyen guinéen, je suis un cadre de ce pays, et je pense pouvoir participer en toutes les qualités qui me seront confiées à faire quelque chose de positif pour la Guinée, pour la nation guinéenne. Je ne fais pas de la politique. Je ne signe pas des accords pour avoir une gratification personnelle. Je fais de la politique parce que j'ai une vision pour ma nation. Je fais de la politique parce que je sais que c'est le moyen le plus efficace pour transformer la société dans le sens de la vision que nous avons. Dans le sens des principes et des méthodes de la doctrine politique du Parti démocratique de Guinée que nous représentons. Donc il faut que les choses soient très claires. Il y en a qui se battent pour des postes. C'est leur droit. Il y en a qui se battent pour avoir de l'argent parce que les postes peuvent créer des possibilités d'avoir de l'argent. C'est leur droit. Nous nous battons pour l'histoire. Et cette histoire, elle s'articule en 3 moments. Le passé, que nous assumons entièrement, le présent dans lequel nous sommes et qui détermine par notre action le devenir que nous souhaitons. Voilà le sens de notre combat. Nous avons opté pour voter pour le président Alpha Condé. Il est évident que si le président Alpha Condé nous propose de servir en d'autres qualités, parce que nous sommes très confortables en étant secrétaire général du PDG. Ça, c'est le choix de nos militants. Toutes les autres fonctions viendront en peut-être supplément de cette fonction première. Donc, il faut que ça soit très clair, parce que les objectifs, en tout cas à notre sens, sont clairs et clairement articulés vis-à-vis de tous nos interlocuteurs, y compris notre allié et notre candidat, qui, comme je vous l'ai dit, gagnera certainement puisque le PDG le soutient. Mais y compris donc notre candidat, nous articulons parfaitement notre position et tout le monde sait à quoi s'en tenir en ce qui concerne le PDG et conséquemment en ce qui concerne son secrétaire général. Est-ce que vous avez refusé un poste d'ambassadeur que le gouvernement vous aurait proposé? On ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser. Pourtant, certaines informations ont fait état que vous auriez décliné on négocie. Écoutez,
les postes d'ambassadeur de facto dans notre pays vous éliminent en tant que politique. Cela est clair. Le choix, je vous ai dit, que le poste de secrétaire général, qui n'est pas un poste nominatif, qui est un poste électif, de l'Assemblée générale du parti. Est plus important pour nous, pas de l'Assemblée, du Congrès. Du Congrès plutôt. Est très important. Et tout ce qui viendra en ajout à ça doit venir exactement en ajout à ça. Compléter cela. C'est notre position. D'accord. Vous avez la conviction que le professeur Alpha Condé sera réélu à la prochaine élection présidentielle et surtout vous souhaitez que cela soit dès le premier tour. C'est bien beau qu'il y ait des élections, mais souvent on craint l'après-élection. Est-ce que dans la configuration actuelle donc, du processus électoral guinéen, est-ce que vous estimez que les conditions sont créées pour une élection apaisée, transparente, crédible et acceptable par tous? Bon, je crois que nous devons tous faire l'effort. Je me rends compte, en tout état de cause, que la mouvance à laquelle j'appartiens a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de concessions au fur et à mesure qu'on a évolué. Je dis, et ça c'est le point de vue de mon parti, c'est le point de vue de son secrétaire général, donc conséquemment, que la majorité des Guinéens, et l'écrasante majorité des Guinéens, souhaitent que le président Alpha Condé soit réélu. C'est une réalité. Je dis que c'est possible qu'il y ait 2 tours. Je n'exclus pas cette possibilité. Je dis, mais je fais tout, et je ferai tout, et je demanderai à tous les militants du parti, et à tous ceux qui veulent une certaine stabilité, parce qu'on veut développer la nation. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait est bon. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait est suffisant. Je dis qu'il reste encore beaucoup à faire, mais que cela se fasse dans un cadre de stabilité qui nous permette de participer pour transformer. Donc, je ne vois pas sincèrement, de raisons objectives qui créent un chaos après les élections. Je n'en vois pas. Et je ne pense pas que le peuple de Guinée, mûr comme il est politiquement, se laisse berner pour rentrer dans des conflits qui puissent nous amener à des fractures sociales que nous n'avons jamais connues dans notre nation. Grâce à Dieu. Et grâce en partie, et en grande partie, au travail de construction nationale que le PDG a fait depuis la création de la nation guinéenne jusqu'à la fin de son régime en 84. Donc ça participe grandement. Je considère que, puisque c'est le PDG qui l'a fait, c'est un héritage que j'assume et que je veux préserver. Donc, je me rends compte que cet héritage, le peuple de Guinée le partage et que le peuple de Guinée préfère se connaître en tant que nation une que de se fragmenter. Et généralement, si on a peur de l'après-élection, c'est parce que nous savons, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire plonger les yeux dans le sable et dire penser qu'on est caché. Nous savons qu'il y a des factions qui peuvent, d'ailleurs, je ne le constate même pas, parce que je suis l'évolution de la campagne, je vois le journal de campagne, où tout le monde se réclame guinéen tout court, de plus en plus. C'est une avancée considérable. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que je me permets de dire que franchement, je ne vois pas qu'après les élections, il y ait des problèmes
de cette envergure, bon, peut-être qu'il y aura des problèmes, peut-être qu'il y aura des contestations, mais c'est normal. Personne n'est toujours satisfait de tout. Mais que de là à craindre une fracture sociale majeure, je crois que la Guinée est épargnée de ça. Et la Guinée est épargnée de ça par rapport à la maturité de son peuple. La Guinée est épargnée de ça par rapport à son histoire, qu'elle assume, que le peuple de Guinée assume de toutes les façons. Donc, je crois que nous devons travailler tous ensemble à ce que cet équilibre national soit maintenu, soit renforcé. Et c'est la base sur laquelle vraiment tout le devenir de notre nation, tout le développement auquel nous rêvons, l'émergence que tout le monde chante ne peut arriver que si justement le nid social de la Guinée est confortable, est stable. Entre l'élection présidentielle de 2010 et celle de 2015 qui arrive bientôt, est-ce qu'il y a une particularité que vous trouvez dans le processus électoral, notamment la campagne électorale? On a connu en 2010 des échauffourées, des affrontements entre partis dans certaines localités de la Guinée. Et depuis le début de cette campagne, cette année encore, certains affrontements ont déjà eu lieu, et aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Mais par rapport à tout ce qui se passe autour de cette campagne, est-ce que vous, personnellement, vous trouvez une particularité? La particularité, non, vraiment. La première, d'abord, il y avait 24 candidats à la première élection. Aujourd'hui, il n'y a que 8 au premier tour. Ça, c'est une différence majeure. La deuxième différence, c'est que c'est vrai, il y a eu peut-être des affrontements, mais c'est vraiment mineur par rapport à ce qui se passait en 2010. Ce qui est notable, c'est qu'il y a un progrès. Il y a un progrès. Et ça, c'est louable. Et c'est là, nous apprécions ça de la part non seulement du pouvoir, parce que de toutes les façons, il a fallu travailler pour en arriver là, et nous l'apprécions aussi de la part de l'opposition républicaine qui a ses candidats en lice. Parce que, comme je le dis, nous progressons. Les messages de campagne que nous avons, que nous écoutons, sont des messages qui augurent de la volonté des uns et des autres, ou bien même de la nécessité, parce que finalement on répond au peuple, puisque c'est le peuple qu'on veut qui vote pour nous. Quand le peuple dit « j'en ai marre de vos tiraillements identitaires », moi je suis un peuple entier uni, fier, et je veux rester ce peuple entier uni et fier, on est obligé de faire avec. Donc je crois qu'il y a une progression notable de ce point de vue, et c'est ce qui m'amène à dire que franchement il n'y a pas de crainte outre, bien qu'il faille toujours prendre toutes les dispositions afin que, n'est-ce pas, sur le plan de la sensibilisation, les populations qui sont les moins exposées à ces notions-là soient prises en compte. Il y a beaucoup de manipulation. Il faut que la manipulation cesse. Il faut que la manipulation cesse, qu'on cesse de dire aux populations c'est parce que je suis un frère, c'est parce que je suis de telle ethnie ou de telle autre ethnie. La nation guinéenne est plus grande que ça. L'Afrique est plus importante que ça. Et le PDG, vous le savez très bien, il est né de l'Afrique. Il n'est même pas né de la Guinée, il est né de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a créé le PDG, parce que c'est de Bamako, au congrès constitutif du RDA, que le PDG a été créé ici. Donc, on ne peut pas faire du grand petit. Il faut que tout le monde participe à ça, tout le monde comprenne que la grandeur de la nation et la grandeur de chacun de nous en tant que citoyen dans cette grande nation, c'est justement de la considérer comme une nation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire, et à grands pas, et vous verrez que je ne
je n'augure aucun problème majeur vraiment. Monsieur Touré, vous appréciez l'approche du gouvernement guinéen dans l'amélioration justement du sens civique de nos populations, c'est bien beau. Mais dans tout ça, quel rôle les partis politiques devraient jouer justement pour une meilleure éducation civique de nos populations? C'est le travail du parti. Le travail du parti, malheureusement, c'est ce de faire travail venir... ne se fait pas régulièrement, constamment, notamment au sein des militants, parce que nous constatons ce qui se passe au sein des partis politiques. Chacun est à son parti. Chacun l'organise. Quel pourrait être le rôle justement des partis politiques en ce qui concerne le PDG, nous, la formation politique et idéologique est une activité première. Une activité première. Nos militants savent, ils sont toujours en contact. Nous avons, comme je l'ai dit, c'est probablement le seul parti en Guinée qui ait une doctrine. Et cette doctrine, nous la communiquons, nous l'enseignons. Parce que nous savons que c'est l'adhésion à ces idéaux par les populations qui renforce le PDG. Donc nous le faisons systématiquement. Et c'est pour ça que nous avons une école des cadres du parti, c'est pour ça que nous avons une bibliothèque nationale, c'est pour ça que cette école va vers les militants partout où ils sont pour les sensibiliser. Et les sensibiliser, ce n'est pas seulement cette instruction civique, je dis bien une formation politique et idéologique. Elle renferme tout. Et cela, c'est un travail que nous faisons et que nous faisons méthodiquement. Maintenant, vous me demandez d'apprécier les autres partis politiques par rapport à ce qu'ils font. J'estime que l'une des tâches du parti, c'est de... Non, je ne vous demandais pas d'apprécier, mais de dire le rôle que devrait assumer chaque parti voilà justement rôle, par rapport à... Alors nous pensons que c'est le rôle que le parti doit assumer et voilà comment nous l'assumons pleinement et tout le temps. C'est d'ailleurs le rôle principal du parti, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des adhésions. Moi, il faut que je vous convainque, Monsieur Camara, je veux que vous veniez à moi. Je veux que tous les Guinéens viennent au PDG. Alors, qu'est-ce que je fais? Je leur explique pourquoi ils doivent venir au PDG. Parce que, voilà les valeurs que le PDG porte. Et ces valeurs-là sont des valeurs citoyennes. Et je leur explique. Et ils adhèrent conséquemment. Donc, voilà. Et ce n'est pas... malheureusement, le problème que nous avons en Guinée, ça, c'est à dénoncer. C'est la corruption dans le système. C'est l'achat de conscience dans le système. Et il faut que, de part et d'autre d'ailleurs, que nous arrêtions ça, que nous commencions à privilégier, n'est-ce pas, cette situation de corruption pratiquement s'ancre dans tous les esprits. C'est comme si on est en train de développer ça en forme de culture même chez nous, puisque tous les secteurs d'activité de la vie nationale se trouvent confrontés à cette situation aujourd'hui, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, qu'il s'agisse de l'administration ou je ne sais pas, mais un peu partout aujourd'hui, le fléau de la corruption empêche justement le pays d'avancer à plusieurs égards. C'est un fléau, c'est manifeste. Nous le constatons, nous le dénonçons. Et nous devons justement, dans l'approche de gouvernance que nous avons, mettre tout en œuvre pour que ce fléau soit éliminé. Je ne dis pas réduit, je dis éliminé. Parce que nous n'en avons pas besoin. De notre pays, oui. Mais bien sûr. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes parti politique et nous participons auprès de la mouvance dans laquelle nous sommes et nous renforçons cette tendance-là et nous voulons que cela soit. Et nous ferons tout ce qui est de notre possible pour que la Guinée la corruption soit extirpée une fois et pour toutes. Monsieur Touré, pour la lutte contre la corruption dont on parle maintenant là, quelles sont les stratégies que vous pouvez justement soumettre au gouvernement ou au président de la République justement pour aider à aller à bout de cette corruption dans notre pays? Bon, vous parlez de stratégie, d'abord il faut dénoncer. Il faut le constater, il faut le dénoncer. Il
faut le dénoncer. Et deuxièmement, il faut que dans la pratique, surtout de gouvernance, que nous privilégions des méthodes qui réduisent les possibilités du corrupteur d'aller vers le corrompu et du corrompu de recevoir du corrupteur. Que ces pratiques-là soient réduites par des méthodes de gouvernance qu'on met en place, administratives, financières, etc., etc. Mais au-delà de ça, il faut que les corrupteurs soient fustigés, qu'ils soient condamnés, que cela soit clair, que cela soit une politique qui soit visible, et que les gens, même s'ils ont tendance à vouloir le faire, qu'ils aient peur de le faire parce que les conséquences sont. Cela peut se faire, cela c'est l'État en premier, le pouvoir public en premier qui doit pouvoir le faire, cela c'est le système de justice qui doit le faire, lui-même d'abord s'épurer de la corruption qu'il contient, et ensuite, mais voilà, c'est des approches. Mais les approches là, nous les suggérons déjà, mais nous les suggérons au fur et à mesure de l'évolution de la gouvernance du deuxième mandat que nous allons arracher par le vote massif et que nous allons octroyer au président Alpha Condé. Je rappelle que vous êtes toujours dans votre émission Matinée Plurielle sur Liberté FM, la 101.7. Dans ce studio, nous avons toujours à notre compagnie M. Mohamed Touré, avec qui nous essayons d'étaler un peu l'actualité politique nationale. À présent, je m'en vais vous poser une question relative à une déclaration que le professeur Alpha Condé a eue à sa prise de fonction en 2010, quand il disait, citation, « Je prends la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé ». Cette phrase du président de la République vous dit quoi, vous qui avez connu le premier régime et fils surtout du premier président de la République? Bon, la véritable appréciation de cette expression revient au président Alpha Condé, qui l'a employée. Nous ne pouvons qu'interpréter. Et quelle interprétation faites-vous de cette phrase? Je pense que cette interprétation, l'interprétation que nous faisons de cette phrase, d'abord, si le président Alpha Condé l'a employée politiquement, c'est que politiquement, elle servait à quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que beaucoup d'opinion pensent, beaucoup de personnes, parfois très mal intentionnées, pensent du premier régime et du président Ahmed Sékou Touré, le peuple de Guinée ne pense pas ça, puisque le président l'a dit et il a été élu en fonction grandement de cette phrase d'ailleurs. Donc politiquement ça a servi. Ça, c'est une interprétation que nous faisons. Mais la réalité c'est quoi? C'est que le président Ahmed Sékou Touré, il est décédé en 1984. Le régime du PDG a cessé d'être effectif en 1984. Et de 1984 à 2010, il n'était pas là. Donc dans les faits, il est difficile de prendre, c'est-à-dire si nous prenons factuellement, il est difficile de prendre le pays où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé. Mais c'est une projection de l'esprit. Ça veut dire, là où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé, le pays était comme ça. Le pays était comme ça parce qu'il reposait sur des valeurs que j'apprécie. Et donc, je le prends en fonction de ces valeurs-là. Et il n'est de secret pour personne qu'en 1984, l'équilibre de la nation guinéenne, sur le plan interne comme sur le plan extérieur, était enviable à la limite. C'était un équilibre parfait. L'État guinéen était en parfaite harmonie avec ses populations.
le maire du PRL, l'autorité que le maire du PRL avait en 84, le PRL c'est le pouvoir révolutionnaire local, l'équivalent aujourd'hui du président du district ou du chef de quartier, etc. L'autorité qu'il avait à l'époque, aujourd'hui rares sont les ministres qui l'ont. C'est une réalité. Ça veut dire qu'il y avait une intégration parfaite entre l'État et le peuple. L'État et les populations. Aujourd'hui, c'est une quête à nouveau que nous faisons. Donc, quand le professeur nous dit « je prends la Guinée » où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé, c'est comme ça que nous voyons. Sur le plan international, l'équilibre interne qu'il y a, parce que c'est l'équilibre interne qui se reflète sur les équilibres externes, l'équilibre interne qu'il y avait a permis la Guinée d'être en harmonie avec le monde entier. Après les vicissitudes de l'histoire, de l'histoire que la Guinée a assumée pour l'Afrique en disant non le 28 septembre, on sait ce qui s'est passé. Les conflits qu'il y avait, je vous disais tout de suite, tout venait de l'extérieur. La plupart de l'opposition était de l'extérieur. Mais pourquoi elle n'a jamais réussi? Ce n'est pas parce que le président Sékou Touré était un ogre, parce qu'on veut le montrer comme tel. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il était en harmonie interne avec son peuple. Le régime guinéen était en harmonie interne avec son peuple. Et ça s'est reflété sur l'extérieur. Et c'est pour ça qu'en 1984, nous avions des relations parfaites avec le monde entier, à l'exception de 2 pays. 1, l'Afrique du Sud, apartheid. 2, Israël. Et même Israël, les mutations étaient en cours pour reprendre des relations avec eux, puisque les relations ont été sévrées parce qu'Israël a attaqué l'Afrique. C'est quand Israël a attaqué l'Égypte que la Guinée a pris une position radicale, puisque la Guinée ne supporte pas qu'une parcelle de l'Afrique soit dominée par une quelconque force extérieure. C'était la seule raison. À partir de ce moment, la Guinée était en harmonie avec le monde entier. Et depuis toujours d'ailleurs. À l'exception de quelques-uns qui ont tout fait pour mettre bas la dignité du peuple de Guinée, son choix pour sa liberté et sa souveraineté. Ils n'ont pas réussi et au bout du compte, les relations se sont harmonisées. Donc, si le professeur dit « je prendrai là où le président Sékou Touré l'a laissé » et que nous constatons qu'avec beaucoup d'efforts, il essaye de créer les conditions idoines pour que la nation guinéenne et l'État guinéen soient au niveau où il était à l'époque, je crois que nous voulons vous demander, justement, nous voulons savoir si, selon vous, le professeur Alpha Condé est en train justement de réhabiliter cet équilibre dont vous faites part. Ce n'est pas au professeur Alpha Condé seul de réhabiliter cet équilibre-là. C'est à nous tous. Mais est-ce que nous dans sommes sa démarche responsables. actuelle, est-ce qu'il est en train justement de réhabiliter cet équilibre C'est sûr qu'il fait beaucoup d'efforts. C'est sûr qu'il fait beaucoup d'efforts. Mais sa démarche, elle est notre démarche à tous. Nous devons participer à côté de lui pour lui dire non, voilà la voie qu'il faut prendre, voilà comment il faut aller, voilà, etc., etc. Nous pensons que c'est mieux comme ça. Nous pensons que cette voie-là n'est pas forcément la bonne. Il faut l'abandonner pour choisir cette autre option. Ça, c'est notre travail à tous. Et de toutes les façons, le PDG est engagé à ce travail-là. Et comme je vous l'ai dit, nous nous considérons comme une force de proposition politique. Nous l'avons toujours dit et nous voulons incarner ça de façon entière. Et cependant, aujourd'hui, pendant cette campagne électorale, le président se targue d'avoir réalisé en 5 ans ce que les différents gouvernants n'ont pas pu réaliser en 50 ans. Cela contraste, à mon avis, avec ce qu'il a dit, qu'il prend la Guinée où Sékou Touré l'a laissé. C'est parce que, en le disant, il a considéré que Sékou Touré a laissé des valeurs, mais si aujourd'hui il dit qu'il a fait ce que les différents régimes n'ont pas pu faire en 50 ans, est-ce que cela ne sous-estime pas justement les réalisations faites aussi bien par le deuxième régime que surtout par le premier régime? Et
concernant ce premier régime, nous savons qu'à la mort du président Ahmed Sékou Touré en 1984, la Guinée comptait plusieurs unités industrielles dans ce pays. Des unités industrielles qui, plus tard, ont été bradées par le régime suivant. Parlez-nous de ce que votre père a laissé en termes d'unités de production en Guinée. D'abord, vous me balancez un slogan électoral. C'est 50 ans, etc. C'est un slogan électoral. D'accord. Le slogan électoral, en ce qui concerne le PDG, le slogan du PDG est toujours réflectif de la réalité. Ça, c'est clair. Mais la vérité, c'est que quand le professeur dit en 50 ans, je fais en 5 ans ce qu'on n'a pas fait en 50 ans, à côté lui-même, il dit dans le même discours, il y avait des pilotes, il y avait des avions. Dans le même discours, il y avait des unités industrielles. C'est à vous de prendre ce que vous devez prendre. C'est à vous de prendre ce que vous devez prendre. Et évoluer conséquemment. Qu'est-ce que le peuple doit lui prendre? Le peuple sait mieux que vous et moi. Le peuple Parce que sait, ça ne dépend pas de ce que nous allons prendre, mais de ce que le peuple va prendre des messages de son président. Le peuple connaît son histoire. Le peuple, vous avez dit le peuple, c'est lui qui est le sujet et l'objet de sa propre histoire. Il connaît son histoire. C'est pour ça, tout à l'heure, vous avez dit, quand le professeur a dit, et je prendrai la Guinée où le président Sékou Touré l'a laissé, je vous ai dit, politiquement, c'est ça qui servait. Pourquoi? Parce que le peuple connaît son histoire. Quand vous parlez des réalisations, la première des réalisations du PDG, c'est libérer le pays et libérer l'Afrique. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fera, c'est sur la base là. Quand vous parlez de réalisation, que le professeur le dise d'ailleurs, bon, moi, je sais pas, il y a d'autres qui le disent, quand ils le disent, je suis étonné, parce que eux-mêmes, ils sont le produit de ces 50 ans-là, eux-mêmes, des cadres guinéens, qui ont été formés à l'école que la Guinée que le PDG a mise en place. 2 universités, Gamal Abdel Nasser, Nyerere. Combien de facultés disséminées à travers le pays? Vous parlez d'usines, c'est vrai. Mais je parle de la formation de l'homme. Combien de centres de recherche scientifique qu'il ici, jusqu'à présent, c'est eux d'ailleurs qu'on voit. Vous voyez à Rogbane ici, les arbres sont en train de pousser sur la toiture d'un des plus beaux chefs-d'œuvre. Un centre de recherche à la dimension pas guinéenne, pas ouest-africaine, africaine. Le CERESCOR. Vous voulez parler du CERESCOR? Bien sûr. Avec des scientifiques chercheurs qui ont été envoyés et des docteurs dans toutes les disciplines qui devaient participer à faire les recherches et à continuer le travail à ce niveau-là. Sacrifié. Vous parlez d'énergie et d'électrification. Comment on peut avoir autant d'unités industrielles disséminées dans le pays s'il n'y avait pas d'électricité pour les faire fonctionner? Expliquez-moi ça. Il y a un non-sens auquel nous devons essayer de cesser de participer. Parce que c'est simplement ça, un non-sens. Les réseaux routiers en Guinée, mais il a été fait. Il a été fait. Puisque Conakry, Kindia, ça n'existait pas en termes de goudron. En 84, jusqu'où ça s'étendait? L'agriculture. Combien de tracteurs? Combien de cadres formés pour faire de la campagne guinéenne une campagne moderne? On octroie des terres, on octroie des intrants, on octroie du matériel agricole. Et les cadres, on les forme en coopérative. Ce n'étaient pas des unités étatiques, c'était des prêts qu'on faisait aux cadres qui se regroupaient pour faire des FAPA. Et ensuite, ils avaient, sur la base de leur production future, à rembourser à l'État tout ce qui leur avait été avancé.
Qu'est-ce qu'on en a fait? La réalité, elle est la réalité. Aujourd'hui, heureusement que Kaleta a été réalisé. Mais que Swapiti va être réalisé. J'entendais la dernière fois 550 mégawatts. Non, mais la dernière étude qui a été faite en 82 sous le régime du PDG. Justement, j'ai prévoyait vu une copie du projet de 750 mégawatts que devait produire Swapiti. Les recherches ont été faites, des avancées considérables sur le plan de la recherche, comment on dit, du montage du projet. N'eût été certains blocages politiques qu'on connaît, on ne peut pas passer en perte et profit comme ça si banalement, puisqu'on sait d'où la résistance est venue. Donc il y a eu des avancées. Il n'y a qu'à... On doit cesser, nous Guinéens, d'être toujours en perpétuel recommencement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le PDG soutient la candidature du professeur Alpha Condé. Parce que nous ne voulons pas être dans la position de recommencer, et puis pour rien parfois, parce que la plupart du temps c'est par rapport à des sentiments, à des raisons très subjectives. Objectivement, nous devons avoir une trajectoire, une vision, une trajectoire pour la nation, pour le peuple de Guinée, et la suivre avec rigueur, avec constance. Le PDG, je vous l'ai dit, est le parti de la constance et de la conséquence. Donc, conséquemment, si j'ai pu dire quelque peu les réalisations, quelques réalisations, elles ne finissent pas. Elles ne finissent pas. Sur le plan de la gouvernance. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le défi que nous avons. La gouvernance. La gouvernance locale. C'est vrai, on est en train de mettre en place des institutions républicaines. C'est parfait. Mais les institutions républicaines au haut, là, la plupart d'entre elles, c'est des institutions de recours. C'est-à-dire que c'est quand il y a des problèmes qu'on va vers elles, on dit qu'il faut trancher. Cour constitutionnelle, cour des comptes, cour de contrôle et de recours. N'est-ce pas? Mais maintenant, les institutions qui doivent permettre à la nation de vivre, sur le plan local, communautaire, ces institutions-là restent à être mises en place. Et je crois que le second mandat, en tout cas le PDG, qui a une expérience avérée en la matière, de ce point de vue, devrait avoir des continuera pour pouvoir... toujours, nous le ferons et nous ne cesserons de le faire que quand nous allons voir que ceci se matérialise au fur et à mesure. Et nous pensons qu'avec le professeur Alpha Condé, dans sa deuxième mandature, va le faire, puisque de toutes les façons, nous serons à côté de lui pour l'amener et l'aider à le réaliser. Monsieur Touré, vous nous rappeliez ici que la Guinée avait vraiment un partage des relations avec l'ensemble des pays du monde, à l'exception donc de l'Afrique du Sud et de l'Israël. Et cela m'amène à vous demander la politique étrangère de la Guinée vue par le PDG de Mohamed Touré. Bon, mais c'est une politique très engagée. C'est une politique engagée pour l'Afrique. Chaque fois qu'un problème se posait, la Guinée, sans embâge, prenait une position claire et qui était exprimée de façon claire et qui défendait toujours les intérêts de l'Afrique et qui défendait toujours les intérêts du peuple de Guinée. C'était une politique étrangère, donc active et très engagée. Ce qui fait que dans beaucoup de dossiers, même extra-africains, on faisait recours à la Guinée. Et ce n'est pas un secret que c'est la Guinée qui a été, avec d'autres, évidemment, de la Oumma islamique, commise à régler le problème entre l'Iran et l'Irak, la guerre fratricide qui séparait ces deux pays.
les conflits en Afrique, partout où ils étaient, la Guinée jouait le premier rôle. Nous avions une politique engagée aux Nations Unies. Dès que la Guinée a pris son indépendance, ça a été une politique sans relâche pour la libération de toute l'Afrique, une politique engagée de premier plan. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir de meilleures relations avec la plupart des pays du monde, tout le temps. Et vers la fin, avec tous les pays du monde. Je vous ai dit, à l'exception de Dieu, je vous ai dit les raisons pour lesquelles l'apartheid, ce n'était pas possible. Israël, puisque Israël avait dégagé de l'Afrique, on n'avait plus de raison. Donc ça se négociait et peut-être que les relations auraient repris. Mais il y avait évidemment, et il y a encore le conflit palestinien, qui est un problème moral, qui est un problème politique et moral, et auquel le PDG était attaché, et probablement même dans la reprise des relations avec Israël, ce problème allait être réfléchi et posé de la façon la plus engagée en faveur de l'humanité. En faveur de l'humanité. L'humanité du peuple palestinien, parce que c'est lui qui est privé de sa liberté, c'est lui qui souffre. Donc voilà les positions du PDG sur le plan extérieur. Et je vous ai dit que cela n'a été possible que parce qu'à l'intérieur déjà, il y avait un équilibre parfait. Les populations étaient... Partout, il y avait des élus qui représentaient les populations. Et ces élus-là étaient respectés parce que tout le monde dans la communauté acceptait que c'était le leadership de la communauté. Donc quand le leadership de la communauté accepté, partagé par voie démocratique s'exprimait, évidemment que cette expression était prise en compte, était grandie, était considérée, était respectée. Donc l'autorité de l'État ne faisait défaut nulle part. Parce que cette autorité, bien que certains disent qu'elle était concentrée, les pouvoirs étaient concentrés, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que cette autorité était partagée. Elle était partagée par tout le monde, par des élus. Et donc, je crois que c'est ça le sens de la démocratie réelle. À l'époque, nous avons une démocratie populaire et révolutionnaire, une démocratie participative, mais sous un régime de parti unique. Aujourd'hui, nous voulons avoir cette démocratie participative sous un régime pluraliste. C'est une possibilité, il n'y a pas de contradiction. Mais seulement, il faut vouloir le faire, il faut réfléchir à le faire, il faut mettre des structures qui puissent nous permettre de le faire, et cela n'est qu'au profit de notre nation, cela n'est qu'au profit de la stabilité de la Guinée, et qui est une condition sine qua non à notre développement, à notre émergence en tant que nation dans le firmament des nations. Je rappelle aussi que depuis que le président professeur Alpha Condé est au pouvoir, il a eu une offensive très remarquée donc, pour relancer la Guinée au niveau de la communauté internationale. Est-ce que selon vous, le professeur a vraiment remis la Guinée sur les selles, notamment dans le cadre des relations internationales entre la Guinée et les autres pays? Mais ça se sent, non? Ça se voit, non? Non, prouvez-nous que cela se passe. Comment je vais vous prouver? On est en relation avec tout le monde. Le professeur Voyage, il est reçu par tout le monde. La Guinée est un enjeu. La Guinée est un enjeu. Il faut savoir le comprendre, il faut savoir le présenter conséquemment, et il faut savoir avoir des amitiés qui puissent permettre de faire de cet enjeu l'enjeu pour la nation guinéenne d'abord, pour le peuple de Guinée d'abord. Et je crois que dans cette lancée, le professeur, pour le moment, il est imbattable. Il a ouvert beaucoup de portes sur le plan international. Cela est une réalité. Je dis, parce que de toutes les façons, on vient d'une situation de déséquilibre total. Donc les équilibres sont en train de se faire. Si sur le plan international cela se fait, il faut que sur le plan interne aussi, les mutations puissent être faites. Et que ces mutations-là concernent tous les citoyens. Tous les citoyens. Et que tout le monde participe. Et ça,
C'est la tâche à laquelle nous allons, à côté du professeur Alpha Condé, nous consacrer à faire pour la deuxième mandature. Mais il faut que ça commence quelque part. Et ce qui a été fait. C'est clair, ça se voit. C'est patent. On parle de campagne. On veut dire le bilan. C'est-à-dire, je ne veux même pas parler du bilan parce que je n'ai pas besoin de parler du bilan, ça se voit. C'est pourquoi ma question même ne se porte voilà, pas sur qu'est-ce qu'on va bilan faire? ou les acquis. Les espoirs. Maintenant, les espoirs. Quels sont les espoirs du peuple de Guinée? Qu'est-ce qu'on donne au peuple de Guinée pour les 5 ans qui viennent? C'est ça. Ce qui est fait, c'est vu. Vous voulez les citer? Citez-les. Justement, vers la fin de notre entretien du jour, je voudrais justement savoir qu'est-ce que vous projetez après le 11 octobre. Qu'est-ce que je projette après le 11 octobre? Ce que je fais depuis toujours. Être au service de mon peuple. Travailler. Continuer à travailler au sein de mon parti. Mobiliser. Continuer à sensibiliser. À faire la formation politique et idéologique des citoyens guinéens. C'est ce que je prévois. C'est mon travail, ça. Et je suis très content de l'assumer. Et si après le 11 octobre, on vous proposait un poste quelconque, est-ce que écoutez, je vous ai déjà présent? dit que j'étais un citoyen guinéen, Oui. que j'étais un cadre guinéen et que je dois servir la nation dans les fonctions qui me seront proposées. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne suis pas particulièrement à la recherche de ça. Ce que je vous dis, c'est que je suis le secrétaire général du PDG RDA et conséquemment, c'est ce travail-là que je privilégie. Jusqu'à ce que notre travail s'ouvre et celui-là viendra en ajout à ce que je fais déjà. Alors, dites-nous quel est votre regard par rapport à la situation de certains de nos compatriotes qui sont en situation difficile dans certains pays, notamment en Angola, en Belgique et ailleurs. Pour vous, cette situation des Guinéens de l'extérieur devrait être comment? Il y a des déséquilibres sérieux. D'abord, premièrement, les déséquilibres, je vous ai dit, internes, c'est important parce que ce qui amène les citoyens à partir, il faut régler ça. Pour qu'il y ait moins de citoyens qui aient envie de partir. C'est normal que les citoyens se déplacent. C'est normal qu'il y en ait qui veillent à aller faire leur vie ailleurs. On est d'accord? Mais que ceci soit pratiquement... Il y a des jeunes Guinéens qui ne voient d'espoir de vie qu'en traversant les océans. C'est une situation qui doit changer. Un. Deuxièmement, les citoyens guinéens qui sont à l'extérieur doivent se conformer aux règles des pays hôtes. La responsabilité là nous incombe. Maintenant, à côté de ça, il faut dire que les autorités de ces pays doivent respecter la personne humaine et respecter les citoyens guinéens. Et l'État guinéen doit tout mettre en œuvre pour que ce respect soit total. Qu'il sache que quand un Guinéen est touché, un seul Guinéen est touché, c'est l'ensemble des 10 millions de Guinéens qui sont touchés. Et que les 10 millions de Guinéens réagissent. Donc, quand ça s'est établi, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on pourra éviter. Mais il faut que dans l'ordre, d'abord, nous fassions violence sur nous-mêmes pour être dans les règles nous-mêmes, pour ensuite imposer nos droits. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, l'État guinéen, dans ses fonctions et dans ses prérogatives, doit justement travailler dans ce sens-là. Et je crois que des efforts sont faits dans ce sens, et en Angola, et en Europe, etc., etc. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, la crise des migrants qui se passe. Quand on crée des conflits dans des pays, les gens, ils sont obligés de quitter, ils veulent vivre, il faut qu'ils survivent. C'est un droit inaliénable. La survie, respirer, manger, boire, vivre, rire, faire des enfants. Jouir de la vie est un droit.
Quand on vous supprime ça dans votre pays, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a des déséquilibres majeurs, il faut bien que vous trouviez un endroit. C'est ce qui crée les crises aujourd'hui. Et ces crises-là, c'est parce qu'ils viennent peut-être de l'Irak, de Syrie ou de je ne sais quoi, etc., etc. Mais depuis combien d'années c'est la situation des Africains? On ne fait que ça. Depuis des décennies et des décennies, on ne fait que ça. Alors, il y a des problèmes fondamentaux ici aussi. Et c'est ces problèmes que nous devons gérer, que nous devons régler, c'est la responsabilité du leadership africain de faire face à ces problèmes et de faire en sorte que les citoyens africains aiment rester chez eux, parce qu'ils sont respectés chez eux, parce qu'il fait bon vivre chez eux. Ça, c'est le travail de nous tous, nous responsables, et le PDG s'engage, puisqu'il l'a toujours fait. À côté de compatriotes qui sont en difficulté dans certains pays, il y a aussi certains parmi nos compatriotes qui vivent normalement dans les pays où ils résident, dont même on envie certains. Quelle invite faites-vous à ces compatriotes pour leur contribution justement au processus de développement socio-économique de notre pays? C'est de venir, de participer, de ne pas être frileux, de ne pas attendre que toutes les conditions soient luxuriantes. Les pays dans lesquels ils sont, peut-être les conditions dans lesquelles ils sont. Vous avez vécu à l'étranger des années durant, vous en avez l'expérience par rapport à ça. J'en viens. Les conditions là, ce n'est pas des conditions qui sont nées du jour au lendemain. C'est le produit du travail de ces populations-là. Il faut s'impliquer à la vie de la nation. On ne transforme pas de l'extérieur une réalité, on la transforme de l'intérieur. J'ai vécu à l'extérieur, c'est vrai, j'y ai vécu par dépit, parce que c'était un exil forcé, mais j'y ai vécu. Ma famille est encore à l'extérieur. Mon épouse vit avec les enfants là-bas, puisqu'ils ont commencé le cycle là-bas, on ne peut pas les interrompre brutalement. J'ai tiré les avantages de ce système-là, j'ai vu comment ils ont fait pour évoluer, j'ai vu, etc. J'ai apprécié. Ceci doit être appliqué, répliqué chez nous. Mais il ne peut pas être répliqué par ceux qui l'ont fait chez eux, il peut être répliqué par nous, en prenant en compte nos réalités. Donc il faut dire à nos compatriotes de venir et de ne pas croire qu'il faut attendre que tout soit luxuriant et parfait comme ils vivent là-bas pour qu'ils viennent. Non, même quand on a besoin de la rose, on fait face aux épines. Ils doivent participer à bâtir la nation guinéenne. Ceux qui vivent là-bas, ils doivent participer à le bâtir ici avec nous tous. Nous pouvons le faire, retroussons les manches et travaillons dans l'unité. Dans l'unité. C'est fondamental, l'unité. Justement, pour cette unité et pour la paix, c'est certainement le mot de fin justement que nous allons vous demander. Quel message de fin que vous avez à l'occasion donc de la clôture de cette émission? Sortez massivement dans l'unité, dans la discipline et allez voter pour le professeur Alpha Condé. Voilà, c'est le message de la fin. Je vous remercie. Que le meilleur gagne au